Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche, ce soir, une invitée exceptionnelle, Madame Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la francophonie, présente à Ouagadougou dans le cadre du cinquantenaire du FESPACO. Bonsoir, Madame Mouchiki-Wabo. Bonsoir. Et surtout, merci pour votre disponibilité à passer sur le plateau de Sur la Brèche. Plaisir. Alors, votre curriculum vitae nous apprend que vous avez mené des études d'anglais dans votre pays, le Rwanda, et des études que vous allez poursuivre aux États-Unis, dans le Delaware, dans les années 90, notamment donc en entrepreneuriat. Parlons d'abord de ce cursus scolaire et universitaire. Quelle était votre source de motivation quand vous étiez donc sur les bancs? Vous savez, j'ai un cursus assez intéressant. J'ai appris l'anglais au Rwanda et le français aux États-Unis d'Amérique. Et même mon parcours professionnel m'a amené des États-Unis en Tunisie, de retour dans mon pays natal, le Rwanda, et puis maintenant en France et un peu partout dans le monde. Donc voilà, je suis une citoyenne du monde. Mais quand vous étiez sur les bancs pour les études notamment, est-ce que vous aviez une source particulière qui vous motivait un peu dans cette période? J'ai grandi dans une grande famille au Rwanda. Ma motivation, je pense, déjà toute petite, c'était la curiosité. J'étais curieuse quand j'ai appris à lire. J'étais très intéressée par ce qu'il y a loin de moi. Je voulais savoir comment est l'Afrique. J'étais très curieuse par rapport au monde, déjà très très jeune. Et comment on peut expliquer que vous appreniez l'anglais au Rwanda et le français aux États-Unis? C'est quand même un paradoxe. Bon, d'abord, j'ai fait des études secondaires scientifiques. J'ai fait le lycée scientifique. Ensuite, j'étais très intéressée par les langues. Donc, je suis allée des sciences aux langues. J'étais intéressée par l'anglais parce que c'était une langue, surtout à l'époque au Rwanda, qui n'était pas très parlée. Mais pour moi, ayant grandi en parlant français, c'est justement cette curiosité, cette envie de découvrir l'autre monde qui m'a beaucoup intéressée. C'est comme ça que j'ai fait... Donc, mon premier cycle universitaire était en anglais. Et après cela, donc je suis allée faire mes études aux États-Unis d'Amérique et j'ai fait une maîtrise en langue française. Et voilà, c'est un petit peu ma personnalité aussi. C'est un jeu un peu de yo-yo. Est-ce que vous aviez un rêve particulier? Est-ce que vous étiez un peu, disons, amoureuse des langues pour les langues? Ou est-ce que vous aviez un rêve particulier qui nourrissait un peu ce choix de formation-là? Disons que déjà au niveau de l'école secondaire, j'étais en sciences, mais j'étais très intéressée par le journalisme. Et j'ai d'ailleurs fait un concours à la fin de l'école secondaire au Rwanda, à Kigali, pour intégrer le centre d'études de journalisme du Sénégal. Et finalement, je n'ai pas pu aller au Sénégal, sinon aujourd'hui, j'aurais peut-être une émission comme la vôtre en tant que journaliste. Mais vous avez bien su vous rattraper puisque vous avez été plus tard ministre de l'Information au Rwanda. On va y revenir. Tout à fait. Voilà. Mais toujours est-il que pendant donc, ces études aux États-Unis, on va évoquer cet épisode un peu très douloureux, disons, de l'histoire de votre pays. Pendant donc ces études aux États-Unis, le Rwanda qui sombre un peu dans l'horreur, le génocide qui va entraîner une hécatombe. Vous étiez hors du pays et pour certains, c'est peut-être cela qui vous a également sauvé la vie. C'est vrai. Le fait que je n'étais pas au pays pendant la période tragique du génocide contre les Tutsis du Rwanda, en réalité, c'est vrai, m'a sauvé la vie. Je venais de terminer mes études et en principe, je devais rentrer au pays. Mais déjà, je voyais qu'il y avait des problèmes. Ma famille était aussi une famille politique.
Donc, en réalité, oui, survécu parce que je n'étais pas au pays. Et comment vous avez vécu ça, vous-même personnellement, dans votre chair? Parce que vous étiez loin, mais vous voyez un peu cette catastrophe. C'était une période extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'une part parce que j'ai perdu de la famille aussi pendant le génocide, mais aussi parce que je me sentais totalement impuissante. C'est une période, aujourd'hui, bon, surtout pendant ma carrière de ministre des Affaires étrangères, c'est une période qui m'a marquée et qui m'a beaucoup intéressée dans le sens d'essayer de comprendre ce qui fait bouger les grands de ce monde. Parce que mon pays a été pris dans l'horreur. Bien sûr, c'était les Rwandais eux-mêmes qui tuaient leurs propres frères avec l'aide de certaines puissances étrangères, mais avec l'indifférence vraiment totale du monde. Donc, j'ai aussi appris à l'époque vraiment le fonctionnement du système onusien. Et j'ai aussi compris que, bon, pour certains pays du monde, en fait, nous devons tout d'abord nous organiser et éviter des conflits parce qu'une fois que les choses se dégradent, on n'est plus nécessairement capable d'arrêter. C'est un passif sur ce plan justement qui a du mal aujourd'hui à être soldé quand on voit, parce que ça continue de perturber les relations entre notamment votre pays et la France. Est-ce que comment solder ce passif aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, le Rwanda reproche à la France quand même, soit du moins son indifférence, ou en tout cas de n'avoir pas levé le petit doigt. C'est sûr, c'est sûr. La France, à l'époque, était un pays qui avait beaucoup d'influence sur le gouvernement et les autorités rwandaises, qui avait aussi il y avait des militaires français. De la présence au pays, la présence militaire, la présence au niveau de conseils politiques, et donc qui est un pays aussi qui siégeait au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc il y avait des relations très étroites entre le gouvernement de l'époque et la France, et donc automatiquement, il n'était pas possible que la France ne soit pas touchée par ces événements-là. Et bon, là, ça fait 25 ans. Je pense que les relations entre le Rwanda et la France vont peut-être vers une période meilleure. Alors, vous l'avez dit, vous venez d'une famille politique. Vous avez d'ailleurs perdu un frère dans ces massacres de 1994, ce qui vous a inspiré d'ailleurs une œuvre, Rwanda, Means of Universe, a Natives Memoir of Blood and Bloodlines. Je crois que c'était en 2000, j'espère que je prononce bien. C'était en 2006. Voilà, des vies brisées, des familles entières décimées. Aujourd'hui, pour beaucoup, ce qui arrive au Rwanda relève du miracle. Parce que quand on regarde un peu comment le tissu social aujourd'hui a pu se recoudre après une telle fracture, beaucoup disent que le Rwanda est un exemple. Comment on solde un tel passif, pas sur le plan diplomatique, parce qu'avec la France et les grandes puissances, l'histoire n'a pas fini de s'écrire, mais les Rwandais entre eux aujourd'hui ont su donc se remettre ensemble. Comment on peut expliquer cela? Que les victimes, les bourreaux aujourd'hui regardent dans le même sens. L'histoire j'allais dire de la reconstruction, mais c'est vraiment du renouveau. Le pays est rené de ses cendres, littéralement, est une histoire assez complexe. Une histoire aussi qui pour moi, dit que l'homme est capable du pire, mais l'homme est capable du meilleur aussi. Et la seule chose que je dois dire, c'est que ça a été très difficile. Il y a eu ces tribunaux? De reconstruire un pays, de faire l'équilibre entre la justice qui est nécessaire et le fait qu'il faut encore vivre ensemble, qu'il faut reconstruire un pays, l'harmonie sociale et aussi plusieurs sacrifices qu'il a fallu faire pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est complexe,
mais c'est aussi pour nous, les Rwandais, un grand sujet de fierté de voir un pays, pour nous-mêmes, on ne pensait pas nous en sortir. Mais je crois aussi qu'on est sorti de cette tragédie avec un esprit de vie, une sorte de vengeance sur la vie, si vous voulez, qui nous a vraiment beaucoup marqué et qui continue même par rapport à la jeunesse du Rwanda aujourd'hui. Mais l'envie de vivre est telle qu'il y a un dynamisme qui se reflète dans toutes nos activités, dans la vie du pays. Mais dans un contexte comme celui-ci, est-ce que la réconciliation doit primer, par exemple, sur la justice? Je pose la question, ça intéresse les Burkinabés. Bien sûr, loin de nous, une question de génocide, mais l'histoire récente est en train d'être soldée par une justice classique. Est-ce que, dans des circonstances comme ça, la réconciliation doit primer sur tout? Je dirais que c'est un choix très difficile. Parce que, pour les personnes qui sont directement affectées, qui ont perdu leurs enfants, leurs parents, c'est vraiment difficile de dire qu'on va encore vivre avec les voisins qui sont quelquefois responsables de la perte des siens. Mais en même temps, c'est un choix à faire aussi, où le pays vit, où le pays est bloqué, parce que la justice pour un génocide, si on s'y met à 100%, mais ça paralyse toute la vie du pays. Donc, c'est des discussions que les Rwandais ont eu à avoir entre eux. L'immédiat après-génocide de Rwanda a été marqué par un dialogue très franc, mais aussi très profond et très pénible. Parce qu'il fallait choisir qu'est-ce qu'on fait de notre pays. Il y a eu des moments vraiment d'échanges très durs, surtout au niveau des dirigeants du nouveau pays qui avaient toutes sortes de priorités. Et le choix, qui était vraiment un choix des Rwandais, parce qu'on a essayé de faire le tour du pays, c'était de dire on va surtout demander justice par rapport aux planificateurs, aux penseurs du génocide. Et on va aller vers un peu plus d'humanité et de compréhension pour ceux qui ont été entraînés. Ceux qui ont exécuté. Et donc, c'était ça, en fait, l'équilibre qu'il y a eu au niveau du pays. Mais en même temps, on est allé, si vous voulez, dans notre tradition, les méthodes qui étaient utilisées dans le temps pour ressouder les familles, pour créer l'harmonie sociale. Et donc, nous avons créé aussi des mécanismes de justice participative qui sont en même temps des méthodes réparatrices de la vie de la nation. Et c'est un équilibre qui n'était pas évident, mais ça a été un grand succès. Vous savez, la réconciliation n'est pas chose facile. Elle n'est jamais facile à faire. Mais le pays vit, il y a beaucoup d'harmonie dans notre société aujourd'hui. Ça reste, bien sûr, un génocide, ce n'est pas une petite affaire, mais ça se passe plutôt bien. Alors, parlons un peu de votre statut de femme. Le Rwanda, aujourd'hui, fait un peu figure également de modèle en la matière, notamment donc, en matière de présence de femmes dans les sphères politiques et à l'Assemblée. Comment on peut expliquer? Parce que dans la plupart des pays africains aujourd'hui, on a des femmes qui souffrent encore de beaucoup de pesanteurs, qui empêchent leur plein épanouissement. Ce n'est pas forcément le cas dans votre pays. Comment on peut expliquer cela? Plusieurs facteurs. D'abord, je crois qu'un facteur très important, c'est le fait que le pays, en sortant de l'horreur, a compris qu'on ne peut pas ne pas utiliser toutes les forces vives du pays pour
pour revenir à la normale, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, la dynamique politique qui était bien pensée, c'était vraiment d'investir dans tous les Rwandais, c'est-à-dire et les hommes, et les femmes, et les vieux, et les jeunes. C'était ça la politique du pays. Un deuxième élément, c'était aussi notre tradition. La femme, dans le Rwanda ancien, a toujours eu un statut d'importance dans la société. Les femmes dans mon pays ont participé à des expéditions guerrières. Les femmes ont été chefs de village. Et donc, encore une fois, je crois que le retour à la tradition, les valeurs qui étaient dans le temps, à un certain moment perdues, pendant la période coloniale notamment, je pense que la politique du pays a rejoint aussi une certaine tradition du respect de la femme et de l'importance de la femme dans la société. Et alors, nous avons modernisé par les lois. Mais le troisième facteur aussi, dès le début, c'est que la femme rwandaise, après le génocide, a été un élément de reconstruction du pays indéniable. Que ce soit au niveau des systèmes sécuritaires, que ce soit dans l'élaboration des lois, notamment, oui, au Parlement. Aujourd'hui, nous avons un Parlement à 64% féminin. C'est assez exceptionnel dans le monde, pas seulement en Afrique. C'est assez exceptionnel, mais je crois que, bon, moi je dis toujours que l'homme rwandais a aussi compris et apprécié la valeur ajoutée de la femme. Et c'est ça, en fait, la situation du pays aujourd'hui. Mais c'est un long chemin parce que nous avons encore des zones d'ombre en ce qui concerne l'importance de la femme. On essaie de se rattraper sur le plan de l'éducation, par exemple, où traditionnellement, c'était le petit garçon qui devait d'abord aller à l'école. Dans le domaine de l'autonomisation financière, mais on est plutôt sur la bonne voie. Alors, on va revenir un peu sur votre carrière professionnelle. Vous travaillez donc aux États-Unis comme traductrice et vous revenez plus tard au Rwanda dans les années 2008, direction de la Tunisie, où vous êtes chargé de communication à la Banque africaine de développement. Et donc, après cela, vous faites votre entrée au gouvernement comme ministre de l'Information, puis comme ministre des Affaires étrangères de 2009 jusqu'à 2018, donc et votre entrée à la francophonie. Le tout sans prendre la carte du Fonds patriotique rwandais, ce qui est assez étonnant. Alors, quel a été le secret pour que une jeune dame apolitique, entre griffes, parce que elle n'a pas la carte du parti, puisse avoir une telle confiance au niveau politique? Je ne dirais pas que je suis apolitique. Je n'appartiens pas à un parti politique, mais je suis très intéressée et très active dans la politique de mon pays, donc il y a quelques mois, quand j'ai pris fonction en tant que secrétaire générale de la francophonie. C'est atypique, oui, si vous voulez, mais pas vraiment, parce que moi, ce que j'ai voulu faire, surtout après le génocide, c'était vraiment de m'impliquer. Je refusais l'État et l'identité de victime, donc je voulais être très active dans mon pays, mais sans nécessairement... Bon, d'abord, j'avais évolué en dehors du pays, j'ai fait plus de 20 ans aux États-Unis d'Amérique. Je suis rentrée au pays et donc je n'avais pas fait partie de groupes politiques. Mais bien ça que tous mes amis... Comment vous êtes rentrée, par exemple, dans le cercle, disons, de confiance du président Kagame, parce que c'est quand même un poste stratégique, qu'il a confié à une dame qui n'a pas la carte de son parti. Alors là, je crois que c'est une question à poser au président Kagame lui-même, mais je pense que c'était peut-être plutôt ma passion pour mon pays et peut-être
des aspects plutôt professionnels. Et vous savez que le gouvernement rwandais et le choix du président Kagame a toujours été de favoriser les compétences des Rwandais en tout premier lieu. Mais de l'avoir côtoyé si longtemps ne vous a pas donné envie de sauter le pas? Je pense que ne pas avoir la carte du parti du président Kagame ne m'empêche pas d'être active en politique, de participer à la vie politique de mon pays. Et donc, ça ne dérangeait pas, je crois, ni du côté du président, ni de mon côté non plus. Alors, venons-en à votre désignation à la tête donc, de la francophonie. D'abord, est-ce qu'on peut savoir quelles étaient véritablement vos ambitions? Qu'est-ce que vous nourrissez comme ambition en briguant donc ce poste-là? La francophonie est un espace, et je le dis depuis plusieurs mois, qui regorge d'opportunités. Nous sommes aujourd'hui 88 pays. Nous sommes dans un monde où l'aspect solidarité, l'aspect coopération et bien sûr l'aspect influence sont des éléments très, très importants dans le monde multilatéral. Et donc, pour moi, l'ambition que j'ai et l'ambition que j'avais en briguant ce poste, c'était de confronter ce monde multilatéral à travers cet espace des pays et gouvernements de la francophonie, en essayant de positionner l'organisation à un endroit où on peut avoir beaucoup plus d'influence. Je pense aussi qu'à l'intérieur de l'espace francophone lui-même, l'aspect coopération, les échanges d'expériences, la connaissance entre les États et les nations et les peuples, c'est un travail qui me fascine et je suis en fonction depuis juste 2 mois. Depuis juste 2 mois, c'est ça. Mais est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Parce que quand même, vous venez d'un pays qui, bien sûr, a porté votre candidature et qui a, je ne dirais pas tourné le dos au français, mais a relégué le français, maintenant un peu au second plan, depuis les années 2003, je pense, avec donc l'anglais qui a été donc, voilà, propulsé comme première langue. Les appréhensions que j'avais, c'était plutôt par rapport à servir 88 États plutôt que servir un État. C'est plus simple, les délimitations sont claires, les ambitions de mon pays en termes de relations internationales étaient claires pour moi. Donc, mes appréhensions étaient plutôt par rapport à ce nouvel espace qui comprend beaucoup de pays avec des intérêts quelquefois qui convergent, quelquefois qui ne sont pas nécessairement alignés. Est-ce que vous comprenez les critiques justement liées à cela? Mais tout à fait, mais il faut aussi comprendre que le Rwanda est un pays francophone, mais pas que. Le Rwanda est un pays francophone, mais c'est aussi un pays anglophone, c'est aussi un pays swahilophone. Le Rwanda est un pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale. Donc, on est à cheval sur l'Afrique centrale francophone et l'Afrique de l'Est anglophone. Et il se fait que depuis 2-3 décennies, notre vie, la vie du pays, surtout la vie économique, est plutôt à l'est du continent, d'où l'anglais. Parce que nos voisins à l'est, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, c'est des pays dont la langue étrangère, en fait, est l'anglais. Donc, ça s'explique un peu. Mais ce que je comprends aussi, c'est que les relations difficiles entre la France et le Rwanda à partir du génocide ont aussi donné cette impression que le Rwanda se tournait loin de la francophonie. On a l'impression que c'était une décision, ce n'est pas un dos tourné à la langue, mais à la France plutôt. Je dirais que c'est peut-être ça. C'est peut-être plutôt ça. Parce que, bon, la majorité, en fait, de Rwandais qui parlent toute langue étrangère, ce sont des francophones. Seulement, l'anglais est une langue qui s'impose un peu partout dans le monde
Et comme, bien entendu, le Rwanda est aussi un membre très actif de la communauté de l'Afrique de l'Est, dont la langue est l'anglais et le swahili. Donc, au niveau du Rwanda, nous sommes plutôt un pays multilingue et très à l'aise dans le multilinguisme. Mais est-ce qu'avec votre élection, disons, à ce poste de secrétaire général de la francophonie, est-ce que ça peut influencer quelque chose à l'intérieur du Rwanda en termes de révalorisation de la langue française? Bien évidemment, bien évidemment. D'abord, au niveau de mon pays, mes compatriotes ont été très très fiers de mon élection à ce poste. Et le Rwanda étant un pays, d'ailleurs parmi les pays fondateurs de la francophonie, le fait que ce soit une Rwandaise à la tête de cette organisation signifie qu'il y a beaucoup plus d'attention maintenant à l'organisation, mais aussi à la langue française, c'est clair. Il y a également eu cette polémique autour de votre élection qui a concerné donc le soutien de la France, parce que certains ont estimé que c'était un jeu diplomatique. La France a utilisé en fait cette élection pour redorer, pour réchauffer les relations diplomatiques avec le Rwanda. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose que la France ait soutenu une candidate rwandaise. C'est l'essence même de la politique internationale. On n'est pas figé dans une position. Les intérêts des pays évoluent. Et nous, au niveau du Rwanda, en tout cas, ça a été très apprécié. Mais utiliser la francophonie pour un peu faire un jeu diplomatique bilatéral avec le Rwanda, est-ce que ça ne pose pas problème? Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot « utiliser la francophonie » parce que moi, je suis venue à la francophonie en tant que candidate africaine. L'Afrique est déjà plus de la moitié des membres votants de la francophonie. Donc, automatiquement, je suis venue avec le poids de l'Afrique à ce poste. Bien sûr, la France est un membre très important de la francophonie, mais la France est venue s'ajouter à ce bloc africain qui m'a soutenue depuis le début de la candidature. Donc, en tout cas, sans l'Afrique, sans le soutien de l'Afrique, même si j'avais été soutenue par la France, je crois que ça aurait été très difficile d'être élue. Mais ça apporte quand même du grain à moudre à ceux qui estiment que la francophonie demeure un outil de la France, entre griffes, qui impose un peu son diktat. Sauf que le mode de sélection du ou de la secrétaire générale de la francophonie est une affaire de 54 États. Ce n'est pas une affaire d'un seul État. La France a une voix. Mais la France a une voix, mais la France est une force. Des petits pays, même. C'est une force diplomatique. Des petits pays, même les Seychelles, qui n'ont que 80 000 habitants, ont une voix. Donc, on a vu d'ailleurs, même pour que la candidate Michaëlle Jean retire sa candidature, la France a mené le lobbying auprès de son pays également, bien sûr auprès de beaucoup d'autres pays, pour donc faciliter un peu cette élection. Voilà, tout cela. Est-ce que vous avez souffert de cette polémique? Pas du tout. Je suis dans le monde des relations internationales et c'est des démarches qui sont tout à fait normales. Quand on a une candidature, on fait du lobby. Le Rwanda, mon président a écrit au Premier ministre canadien. Le Canada avait donc la candidate canadienne. C'est un jeu diplomatique international tout à fait normal. Mais c'est aussi une période, bon, qui dit élection dit aussi spéculation. Et donc moi, personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Mais on a vu les sorties médiatiques de Michaëlle Jean qui n'est pas passé, en tout cas, par des contorsions pour dénoncer un certain nombre de choses. Est-ce que vous diriez que c'était une mauvaise perdante, par exemple? Moi, je préfère ne pas... je préfère ne pas vraiment passer mon temps à parler de ma prédécesseur. Elle a fait ses 4 ans, elle est partie. Je suis là, j'ai été élue unanimement. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de porter l'organisation vers une autre période, en fait. C'est ça qui m'occupe et qui me préoccupe. Mais il y a beaucoup aussi qui sont préoccupés, qui estiment que vous avez un handicap
notamment donc, parce que la francophonie des peuples aujourd'hui, c'est bien sûr la promotion de la langue, c'est la culture, mais c'est également la promotion quand même de la bonne gouvernance, de la démocratie, de la liberté et tout ça. Certains estiment que le fait que vous veniez d'un pays où le président a fait déjà pratiquement 17 ans au pouvoir, il a modifié la Constitution, il a encore été réélu, c'est un handicap pour vous parce que vous ne pourrez pas faire la leçon aux présidents qui vont prendre cette option. Je pense que tout ça, c'est de la spéculation. Je viens d'un pays qui est très bien gouverné. Les changements constitutionnels au Rwanda ne sont pas ni le désir ni le fait du président Paul Kagame. C'est des changements qui sont venus par un système parlementaire. Mais que les gens critiquent, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal, mais nous avons un système politique qui ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Ce qui m'importe surtout, c'est que les Rwandais, en tout cas en grande majorité, se retrouvent dans le système de gouvernance qu'ils ont choisi. Mais est-ce que vous n'avez pas peur, par exemple, un pays, par exemple, qui aujourd'hui, ou un président qui souhaite donc modifier une constitution pour se représenter? On sait que souvent, c'est à l'origine de troubles politiques. On l'a vu au Burkina ici, par exemple, où l'insurrection partait donc d'une volonté également de modification de la Constitution. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en voulant porter ce message, l'interlocuteur vous rétorque, mais vous n'êtes pas le bon exemple, bon, allez d'abord voir ce qui se passe chez vous. Vous savez, deux choses. D'abord, cette question d'alternance, c'est vu différemment par différentes personnes. En tout cas, pour moi et pour mon pays, ce qui a compté, c'est ce que le chef de l'État qui était en place avait fait pendant le temps qu'il gouvernait le pays. Pour d'autres, qu'on ait fait ce qu'on devait faire en tant que chef d'État ou pas, il faut partir. Donc pour moi et pour mon pays, ce n'était pas une question de venir et partir. C'était une question de bilan. C'était une question de ce que le peuple ressent par rapport à la gouvernance, que ce soit la gouvernance politique ou économique. Ça, c'est d'une part. D'autre part, moi, je suis secrétaire générale de la francophonie. Je ne suis pas ministre des Affaires étrangères du Rwanda, en tout cas depuis le début de l'année. Et je représente la francophonie avec tous ses textes fondamentaux, avec toutes ses valeurs. Donc, je défends ce que la francophonie défend en termes de valeurs, en termes de mandat. Et donc, si on doit voir chaque secrétaire général par rapport à ce que fait son pays ou ses voisins, ça c'est... Ça, le débat se pose aujourd'hui parce que justement, il y a beaucoup de présidents qui estiment qu'en réalité, il ne faut pas calquer voilà, les principes démocratiques comme ça, sans discernement, parce qu'il faut d'abord regarder ce qui se passe, peu importe par exemple le nombre de mandats, peu importe ceci ou cela, l'essentiel c'est la stabilité, l'essentiel c'est la bonne marche du pays. Est-ce que vous souscrivez à cela? Je souscris totalement à cette manière de voir les choses. La politique, ce n'est pas du copier-coller. Chaque pays a sa situation, chaque pays a son passé, chaque pays a sa manière de voir les choses. Et je pense que le plus important, c'est que quand on est en place, eh bien, on s'acquitte de son mandat, on s'occupe de son pays, on se préoccupe de son peuple. Je ne vois pas l'intérêt d'un chef d'État, par exemple, qui est là pour 4 ans, qui ne fait pas grand-chose, qui pille le pays, qui ne s'intéresse pas, et que la personne parte après 4 ans, mais ça n'a rien à voir avec diriger un pays, en fait. Et donc, je crois aussi que les notions de gouvernance et de démocratie, d'ailleurs, un principe qui est, je dirais, en crise à travers le monde aujourd'hui, la manière de concevoir cette démocratie, il y a des valeurs que nous partageons tous. Nous voulons tous être libres dans nos pays, nous voulons avoir le droit de nous exprimer, le droit d'association. Ça, c'est des valeurs universelles. Ce n'est pas seulement à la francophonie, c'est aux Nations Unies, c'est à l'Union africaine, c'est dans les organisations régionales et sous-régionales. Ça, c'est des valeurs que nous partageons tous. Maintenant, la manière de gérer un pays, ce qu'on fait pour son pays et pour son peuple, pour moi,
eh bien, c'est ça qui compte. Et donc, que d'autres pensent différemment, ça ne me dérange pas non plus. Mais en tant qu'organisation, et de par les textes qui régissent la francophonie, l'ambition de l'organisation, le désir des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, c'est de créer un espace politique sain à travers l'espace francophone. Et c'est ça mon mandat. Et je vais m'acquitter de ce mandat. Alors aujourd'hui, disons, beaucoup se posent la question, c'est quoi la francophonie? Parce que quand on regarde aujourd'hui ce qui était au départ, en tout cas une organisation, disons, pour valoriser la langue française, bien sûr, aujourd'hui, c'est largement élargi à travers la promotion des valeurs, à travers la culture, pas la biodiversité, mais la diversité culturelle. Voilà. Aujourd'hui, véritablement, comment peut-on résumer la francophonie? Beaucoup s'y perdent. D'abord, je pense que se poser la question de ce qu'est la francophonie aujourd'hui n'est que normal. Le monde est en plein changement. La même question se pose d'ailleurs au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Ça veut dire quoi aujourd'hui être membre de l'Organisation des Nations Unies? Que m'apporte l'Organisation des Nations Unies? La même chose, vous savez, les réformes qui se font au niveau de l'Union africaine, c'est le même questionnement. Est-ce que notre organisation répond aujourd'hui aux besoins de ceux que nous représentons? C'est une question tout à fait légitime. Mais je pense que la francophonie, a sa fondation. La francophonie était, et reste d'ailleurs même aujourd'hui, une organisation de solidarité entre les peuples, de solidarité basée sur la langue, basée sur les cultures des différents membres. Ça reste un petit peu l'ADN de notre organisation. Mais justement, à ce niveau, Mme Mushikiwabo, ce qu'on remarque, c'est que déjà, qu'entre 88 États, où il y a des francophones, où il y a des francophiles, pas des francophones, parce qu'on a beaucoup de pays également où, en réalité, on ne parle pas véritablement le français. Très peu de personnes même parlent, mais il y a quand même des pays qui sont donc francophiles. Sur le plan politique, on a du tout au sein de la francophonie également. Voilà, c'est ce qui fait que certains estiment qu'en réalité, c'est juste une organisation comme ça qu'on a du mal à définir véritablement parce qu'il n'y a pas une unicité, disons, voilà, de vision. Mais vous savez, l'unicité par rapport à une organisation de 88 États et gouvernements n'est pas possible. Ce qu'était la francophonie à sa fondation ne peut pas nécessairement être la même chose. On va vers les 50 ans l'année prochaine, en 2020. Donc, les choses ont évolué, le monde a évolué, les États ont évolué. Et je crois qu'il ne faut pas voir en ce qu'est la francophonie aujourd'hui une menace ou, je crois qu'un peu de cynisme aussi par rapport à tout ce qui est multilatéral aujourd'hui. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que moi, j'étais très intéressée par ce poste de secrétaire général. C'est un défi aujourd'hui qu'il faut relever, redéfinir, si vous voulez, nous focaliser par rapport d'abord aux principes fondamentaux, mais aussi nous ajuster au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est des questionnements pour moi qui s'expliquent. Aujourd'hui, par exemple, l'unilatéralisme est en train donc de revenir en force avec l'élection notamment donc, de Donald Trump aux États-Unis. Voilà, Make American Great Again, seul compte voilà, ce qui fait prospérer les États-Unis. Et il faut dire que les États-Unis sont en train d'entraîner beaucoup d'autres pays également, voilà, un peu dans le repli, disons, sur soi, et même au sein de la francophonie, parce que maintenant on a l'impression que c'est ce qui est en train de prendre le pas, à savoir donc les relations bilatérales, plutôt qu'une vision commune ou de valeurs partagées. Pour moi, ce qui arrive aujourd'hui au multilatéralisme est un signe des temps. Make America Great Again, make francophonie great again. Pourquoi pas? Nous sommes dans un phénomène international assez intéressant d'ailleurs, parce que ça nous réveille un petit peu par rapport à notre propre organisation de la francophonie.
comment est-ce qu'aujourd'hui, nous voulons mettre à niveau notre organisation? C'est ça la question. Nous n'allons pas créer un monde du rêve. Nous sommes dans un monde qui évolue. Et bon, dernièrement aussi, ces quelques dernières années, qui évolue, mais avec beaucoup d'imprévisibilité. Et donc, nous devons répondre en tant qu'organisation à cet état de choses. Et donc, pour moi, c'est ça aussi l'intérêt. Qu'est-ce qu'on fait? On est plusieurs États, nous avons chacun nos atouts. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble pour servir nos peuples? Parce qu'on souscrit à une organisation pour pouvoir apporter quelque chose à son pays ou à son gouvernement. Pour moi, c'est juste un signe des temps. Je crois aussi que le multilatéralisme, effectivement, souffre aujourd'hui du fait qu'il y a quelques pays qui bénéficient et beaucoup d'autres pays qui ne bénéficient pas. Donc, le plus qu'on peut partager les intérêts sur des questions d'intérêt global mutuel. On a l'impression aujourd'hui que c'est les intérêts d'abord. Par exemple, un pays comme le Burkina Faso, si on a l'occasion de signer des accords bilatéraux avec les États-Unis qui nous favorisent, je prends l'exemple du Burkina, mais ça pourrait être le cas de tous les autres pays. Oui. Il ne faut pas cracher dessus. Mais pourquoi pas? Et quitte à ce que ça influence également nos prises de position. Absolument. Il n'y a aucune contradiction à ce que le Burkina Faso, qui est un grand pays de la francophonie, signe des accords avec les États-Unis. Nous sommes, si vous voulez, dans un... Ils prennent des positions également qui ne sont pas forcément des positions de la francophonie, mais des positions qui servent ses intérêts. Mais vous savez, c'est ça le multilatéralisme aussi. Le multilatéralisme n'a pas tué le bilatéralisme, pas du tout. C'est une question de conjonction d'intérêts. Et ce que nous essayons de faire en tant que bloc de gouvernement et d'État, c'est ce qui nous rassemble. Nous avons aussi nos intérêts bien particuliers. C'est ça le système multilatéral. Parlons du FESPACO, oui, qui a 50 ans, et donc 26e édition qui est en train donc, qui s'est achevée donc ce week-end à Ouagadougou même avec la proclamation. Qu'est-ce qui fait selon vous que ce festival-là est à part? Le FESPACO est un festival qui a beaucoup de valeur à mon sens. D'abord parce que le cinéma est un art traditionnellement qui n'est pas africain, mais c'est une très très belle traduction de la créativité et de l'art africain sur le continent et sur le monde. Et donc, aujourd'hui, ce festival a 50 ans. C'est un petit peu comme la francophonie, qui va avoir 50 ans l'année prochaine. Est-ce que c'est un festival, par exemple, qui sert un peu la cause de la francophonie en termes donc, de promotion d'un certain nombre de valeurs? Voilà, la diversité culturelle, oui, les expressions et tout ça. Ce festival sert beaucoup les intérêts de la francophonie, à commencer par ce partage de culture et de langue, c'est très important, mais aussi à travers un aspect très important aujourd'hui au niveau de notre espace francophone, qui est d'essayer de tout faire pour bien vivre ensemble sur cette planète. Et donc, beaucoup de messages qui viennent de différents pays du continent à travers ce festival parlent de la vie de tous les jours, du vivre ensemble, de ce qui fait la vie de nos citoyens aujourd'hui. Donc, c'est un festival qui est totalement en harmonie avec les objectifs et les valeurs de la francophonie. D'ailleurs, c'est un festival auquel la francophonie est associée depuis plusieurs années et nous en sommes vraiment fiers. Mais là, c'est également un festival aujourd'hui qui permet de s'interroger sur un certain nombre de problématiques, notamment le financement des productions cinématographiques. Aujourd'hui, excepté un pays comme le Nigeria avec Nollywood, la plupart des cinéastes africains, des réalisateurs souffrent aujourd'hui de ce manque de financement. C'est le cas même au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà comment aujourd'hui on peut trouver une solution à cette problématique-là. Oh, vous savez, il y a une histoire et une évolution à ce festival, hein. Mais je pense qu'effectivement, comme vous le dites,
les perspectives pour l'avenir, à mon avis, de ce festival, c'est que il faut que l'artiste, il faut que le cinéaste africain puisse vivre de son art. C'est absolument important et ça veut dire que le cinéaste et l'artiste africain doit être compétitif, doit aller vers la qualité et doit aussi savoir commercialiser son art. Le Nigeria, bien sûr, c'est l'aspect commercial qui, à mon avis, est beaucoup plus avancé. Par exemple, au niveau du continent africain, en Afrique anglophone, qu'en Afrique francophone. Est-ce que vous direz que la période des financements institutionnels est révolue? Je pense que les financements institutionnels vont aller en diminuant. Il n'y a d'ailleurs pas de raison que les financements viennent que des institutions. L'Afrique a un secteur privé extrêmement important. Il faut aller vers le secteur privé africain. Il faut l'intéresser. Il faut montrer au secteur privé africain que le cinéaste africain est une source de revenus, c'est un attrait pour l'investissement du secteur privé africain. Le financement institutionnel, c'est aussi une sorte de dépendance, si vous voulez. Il ne va pas s'arrêter aujourd'hui, mais je pense qu'on doit s'inscrire dans une autre logique. Et il n'y a pas de raison que le cinéaste africain ne puisse pas avoir des productions qui le font vivre. Je crois que le financement institutionnel, en quelque sorte, aussi crée cet état de dépendance qui n'est pas sain pour nos artistes. Des problèmes de financement également, un peu pour le Centre international des radios-télévisions d'expression française, le CIRTEF, qui se meurt aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous fait? Ou est-ce que vous avez la même réaction que vous venez d'avoir concernant le cinéma? Parce que ce centre, quand même, était également très important, notamment pour les télévisions africaines, en termes de formation, en termes de production de contenu. Je vais prendre la question sur un plan plus général. Le financement institutionnel ne va pas s'arrêter, même à la francophonie. Vous savez, même avec les fonds qui vont en diminuant au niveau institutionnel, ce FESPACO de cette année, la francophonie, sur le plan financier, a déboursé presque un demi-million d'euros. Ce n'est pas une toute petite somme pour une petite organisation comme la nôtre. Le financement ne va pas s'arrêter, mais je pense que nous, la francophonie, nous allons aussi contribuer à cette réflexion des financements autres que les financements institutionnels. Et donc, spécifiquement pour le CIRTEF? Je pense que pour le CIRTEF, il faut qu'on donne un peu plus d'attention à ce programme qui est absolument important. Parce que vous savez, à la francophonie, nous avons aussi tendance à toucher à un peu de tout. Mais je crois que ce qui marche dans les programmes de la francophonie, il faut appuyer et surtout, il faut multiplier et passer à l'échelle. Que ce soit pour le CIRTEF, mais aussi pour d'autres programmes qui sont plus ou moins traditionnels. Mais certains ont l'impression qu'au niveau de la francophonie, on a plutôt tourné les projecteurs davantage sur TV5 que sur le CIRTEF. C'est comme si on sacrifiait un peu le CIRTEF sur l'autel de l'expansion de TV5. Non, je crois que vous dramatisez là un peu. TV5 a un budget. Ça ne veut pas dire que tous les autres programmes au niveau de la francophonie vont s'arrêter. TV5 a aussi et surtout des contributions qui sont tout à fait à part, tout à fait volontaires et qui viennent de certains États. Et moi, en tant que secrétaire général de la francophonie, j'aimerais aussi, et je vais le faire, aller vers surtout nos États du Sud aussi, qui sont capables de payer un petit peu plus. Mais je veux surtout que nos États du Sud payent pour des programmes qui marchent, qui apportent de la valeur ajoutée, encore une fois, à nos peuples. Donc je crois qu'on est un petit peu dans cette période dont nous parlions tout à l'heure, de ce que signifie, où se situe le multilatéralisme. Eh bien, ça va avec les financements aussi. Mais même TV5 aujourd'hui inquiète un peu également les télévisions locales, parce qu'une chaîne
qui au départ donc était vraiment voué à la promotion de la diversité culturelle, la promotion de la langue française, et aujourd'hui se retrouve en concurrence directe avec les chaînes locales. Et on tente même de s'imposer dans les bouquets, dans la TNT par exemple, au niveau local. Ah, mais ça, c'est des arrangements entre les télévisions locales et TV5 et d'autres chaînes de télévision. Mais ne vous en faites pas, même la télévision elle-même n'a pas autant d'importance qu'elle avait il y a même 5-10 ans. Donc je crois qu'on doit s'adapter au temps. Mais le soutien par rapport à des programmes qui nous aident à partager l'information, à éduquer, ce soutien ne va pas du tout s'arrêter. On va peut-être être un peu plus innovatif et on va aussi, surtout en tout cas sous mon mandat, impliquer beaucoup plus les acteurs eux-mêmes plutôt que d'aller chercher des financements pour les mettre à disposition de certains programmes, mais peut-être ensemble aller vers des financements, mais aussi peut-être changer de mode de travail. Et moi, je suis plutôt très, très optimiste. Alors, on va terminer un peu avec la question du terrorisme aujourd'hui. Le terrorisme qui est un phénomène qui touche pratiquement tous les continents. L'Afrique de l'Ouest aujourd'hui et le Burkina Faso sont dans l'œil du cyclone. Au niveau de la francophonie, comment vous voyez un peu aujourd'hui le combat contre ce phénomène qui remet en cause, en tout cas, beaucoup d'acquis? Aujourd'hui, les pays perdent leur force dans le combat donc, militaire contre le terrorisme, au détriment, bien sûr, du combat pour le développement des populations. Vous savez, le terrorisme est un combat qui va bien au-delà de la francophonie, bien sûr. Et c'est aussi un phénomène très complexe. C'est aussi un phénomène qui touche le monde entier. La région du Sahel, bien sûr, qui est une région importante pour notre organisation, la francophonie, est une région qui nous intéresse beaucoup. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de discuter hier avec le président du Faso. Et au niveau de la francophonie, nous comptons surtout nous impliquer dans la sensibilisation, dans l'aspect éducatif d'une part, mais d'autre part aussi dans la mobilisation des acteurs qui peuvent venir avec beaucoup plus de moyens financiers et autres. Ce sera ça le rôle de la francophonie par rapport à ce fléau, parce que c'est un fléau qui demande l'implication de tous, qui demande des analyses pointues, mais qui demande aussi beaucoup de vigilance. Et bien sûr, nous ne pouvons pas rester en dehors de ce combat, mais nous allons y aller là où nous pouvons ajouter de la valeur. Est-ce que vous ne tardez pas à agir? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une question prégnante, une question qui touche vraiment au quotidien, à l'immédiateté, alors que c'est en ce moment-là qu'on a besoin aussi de sentir la solidarité d'une institution comme la francophonie. C'est clair, c'est clair. Vous savez que la francophonie a signé un mémorandum d'entente avec le G5 Sahel déjà l'année dernière. Moi, je suis en poste depuis 2 mois. Nous sommes déjà en pourparlers avec le G5 Sahel, que ce soit au niveau du secrétariat que du président en exercice. Donc, nous sommes bien conscients de l'urgence. Alors, Madame Mouchiki Wabo, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie, merci. Voilà, mesdames et messieurs, Sur la Brèche pour ce soir, c'est fini. Je rappelle que nous avions une invitée exceptionnelle, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchiki Wabo. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un autre numéro.